L'image a de quoi faire peur. Le sourcil froncé, la grimace agressive, le regard qui tue. L'homme, qui pose ainsi pour la postérité, vient d'être inculpé pour conspiration. Il est accusé, avec d'autres, d'avoir cherché à inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie. Bien sûr, cet homme n'est pas n'importe quel criminel. Et c'est ce qui fait de ce cliché un document historique. On a un prévenu extrêmement combatif. Il a vraiment l'air d'un taureau qui va se précipiter dans l'arène. Cette photo, elle restera dans les annales. C'est une photo de cinéma. Donald Trump est un ancien président des États-Unis d'Amérique. De 2016 à 2020, il a été l'hôte de la Maison-Blanche, l'homme le plus puissant de la planète. Et il aspire à le redevenir. Ce jour d'août 2023, quand il se présente aux portes du pénitencier de Fulton, en Géorgie, il a préparé son coup. Ce qui se passe ici est une parodie de justice. Nous n'avons rien fait de mal, je n'ai rien fait de mal, et tout le monde le sait. Je n'ai jamais reçu autant de soutien. Trump sait tout le profit qu'il entend tirer du cliché anthropomorphique que les Américains appellent le mugshot. Cette photo, elle résume Donald Trump. C'est-à-dire qu'il est anti-politiquement correct et en fait, tout ce qui pourrait l'affaiblir ou ce qui plutôt affaiblirait quelqu'un d'autre, lui, ça le renforce. Et Donald Trump en a fait un outil de propagande immédiatement. Posté instantanément sur les réseaux sociaux, floqué du slogan « Never surrender », ne jamais abdiquer, puis décliné en goodies, mugs, t-shirts, porte-clés, autocollants et compagnie, elle lui rapporte en quelques jours 7 millions de dollars. Il est là. Si vous le voulez, vous pouvez l'acheter. J'espère que vous vous amuserez bien avec. Les gens l'adorent. Des millions qui viennent gonfler son trésor de guerre, avec lequel il prépare sa revanche. Est-ce que je vous manque? Trump n'a jamais reconnu qu'il avait perdu l'élection de 2020. Notre combat ne fait que commencer. Il va se battre pour revenir. C'est très clair dans son esprit, ça. Le grand soir, ce sera en novembre, quand nous allons récupérer notre pays. Dans ces meetings, les gens étaient en ferveur. Je pense qu'il reviendra d'ici la fin de l'année, car Biden... C'est un adolescent vindicatif. Soit on est avec lui, soit on est contre lui. Vous n'êtes qu'une demi-portion, ne me parlez pas comme ça. Trump, c'est une marque politique. C'est l'outrance, c'est l'hystérie. C'est toujours gênant d'avoir un président qui est un repris de justice. C'est la plus grande chasse aux sorcières de toute notre histoire. Il peut être élu tout en étant en prison. We are going to make America great again. L'élection de Donald Trump en 2016 en avait surpris plus d'un. La fin de son mandat allait être encore plus sidérante. Automne 2020, quelques semaines avant la présidentielle. Convaincu que seule une fraude massive pourrait empêcher sa réélection, le sortant a déjà prévenu. Il a simplement eu un discours à la Trump, très affirmatif sur le plan. De toute façon, moi, vu mon bilan, de toute façon, je suis sûr de gagner. Si je ne gagne pas, c'est que c'est à la suite de fraude. Au soir du 3 novembre, les premiers résultats placent plutôt Trump en tête. Plus tard dans la soirée, quand Biden lui passe devant, il annonce ce qu'il ne cessera plus de marteler.
C'est un moment très triste. Pour moi, le moment est très triste. Les Américains sont victimes d'une arnaque. C'est une honte pour notre pays. Nous étions sur le point de gagner cette élection. Franchement, nous avons gagné cette élection. 4 jours plus tard, l'annonce officielle de la victoire de Joe Biden déclenche des scènes de liesse dans toute l'Amérique et jusque sous les fenêtres de la Maison-Blanche. Mais Trump ne les voit pas. Il a préféré aller jouer au golf, comme si tout cela ne le concernait pas. Plus de 8 millions de votants et 74 grands électeurs séparent les deux candidats. Mais il n'en démord pas. Très vite, ils disent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'explique-t-il, il y a des États qui ont été perdus qui ne peuvent pas être perdus. Et je crois qu'il est sincère dans un premier temps quand il parle de fraude, et des gens autour de lui lui parlent de fraude aussi. Donc il va reprendre cela. Chez les Républicains, il y en a quand même un certain nombre qui disent bah oui, effectivement, Joe Biden a gagné, et voilà, fin de l'histoire. Mais du côté des Trumpistes les plus durs, cette reconnaissance de la victoire de Joe Biden ne vient toujours pas. Thank you very much. Je pense que nous allons déposer de nombreux recours, tellement nous avons de preuves. Ça va remonter jusqu'à la plus haute juridiction, sans doute. Nous verrons, mais il va y avoir des recours. Nous ne pouvons pas nous laisser voler l'élection comme ça. Pendant des semaines, Trump et ses principaux conseillers tentent par tous les moyens de faire invalider les résultats. Donald Trump s'active tous les jours, beaucoup, il travaille beaucoup plus qu'il n'a travaillé pendant sa présidence, pour rester au pouvoir. Il n'a qu'une obsession, il va rester au pouvoir, il ne quittera pas la Maison-Blanche. Dans plusieurs États clés, les hommes de Trump font pression sur les gouverneurs pour les forcer à recompter les bulletins. Nous avons dû recompter 6500 bulletins. En Géorgie, pour inverser le résultat des urnes, Trump fait pression sur le gouverneur républicain et son secrétaire d'État, Brad Raffensperger. Le 2 janvier, il prend lui-même son téléphone. Pendant plus d'une heure, il tente de convaincre l'élu de Géorgie de lui trouver 11 000 voix. C'est l'écart qui le sépare de Biden dans cet État clé. Il s'est d'ailleurs beaucoup énervé, et comme ça devenait très très pesant pour les personnes en question, elles ont enregistré la conversation. Et l'échange est à peine croyable. If we could just go over some of the numbers, I think anywhere from 250 to 300,000 ballots were dropped mysteriously into the rolls. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. You should want to have an accurate election. And you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, you don't. No, you don't. Okay. Whatever, it's a disaster. It's a disaster. Because you know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. Brad, what are we going to do? We won the election and it's not fair to take it away from us like this. I need 11,000 votes. Give me a break. Qu'un président en exercice appelle un fonctionnaire d'un État fédéré pour lui dire « il faut me trouver des voix en plus », c'est juste inimaginable. À l'évidence, il a essayé de truquer les résultats, mais il l'a fait de manière tellement maladroite qu'on en est, je dirais, on en est ahuri. On est vraiment dans la Panthère Rose, beaucoup plus que dans James Bond, vraiment. Pendant 2 mois, Trump mobilise ses partisans. Manifestation monstre, jusque dans la capitale fédérale.
Toute cette période permet aux Trumpistes de se renforcer dans leur conviction de cette histoire invraisemblable qui est d'une élection truquée. On voyait les chiffres de vente d'armes monter en flèche. Donc bien entendu qu'on était quand même relativement inquiet sur la possibilité de violence. Un mouvement de protestation qui culmine le 6 janvier, le jour où le Congrès se réunit pour entériner la victoire de Biden. Nous allons maintenant procéder au compte des votes des derniers États. Ce jour-là, il y avait une manifestation qui était prévue à Washington et un discours de Donald Trump qui devait justement s'adresser à la foule. Ce mercredi 6 janvier, le temps est couvert sur la capitale. Ce qui n'a pas empêché des milliers de soutiens du président sortant d'affluer de tous les États-Unis. Nombre d'entre eux étaient des gens très pacifistes, c'était des familles, c'était effectivement des gens qui parfois n'étaient jamais venus à Washington. Il sera notre président pour les 4 prochaines années, je vous le garantis. Trump les a conviés à venir sauver l'Amérique. Dans un discours enflammé, il répète en boucle que l'élection leur a été volée. Nous ne renoncerons jamais, nous ne céderons jamais. Vous ne pouvez pas céder lorsqu'il s'agit d'un vol. Puis, il les incite à marcher sur le Capitole. Vous ne récupérerez jamais votre pays si vous êtes faible. Vous devez être fort. Et maintenant, nous allons nous mettre en marche. Et je serai à vos côtés. Nous allons marcher. Nous allons marcher où vous voudrez. Mais à mon avis, vers le Capitole. Le discours est incroyable. Enfin, c'est un appel à la force. Il n'y a aucun doute que Donald Trump était décidé à marcher sur le Capitole, comme il l'a dit. Il est monté dans sa voiture, sa fameuse Beast, et il y a eu un conflit dur avec les gardes du corps qui ont dit « Monsieur le Président, non, on n'y va pas ». Est-ce qu'il a imaginé que ça allait se passer comme ça je ne sais pas. Mais on s'est dit, il a franchi un degré supplémentaire et vraiment, rien ne l'arrête. La suite appartient à l'histoire. Nous n'allons pas accepter la tricherie. Nous devons envoyer un message clair au Congrès. Des milliers de manifestants prennent d'assaut le Capitole. C'est très important pour nous d'être là aujourd'hui et de montrer ce que l'Amérique pense de tout ça. Nous n'allons pas rester les bras croisés et les laisser nous voler notre élection. Nous voulons reprendre notre pays. Ils veulent nous empêcher d'entrer, mais c'est notre maison. Très vite, les forces de l'ordre sont débordées. On a besoin de renforts au Capitole. Il y a une dimension presque de profanation, parce que le Capitole, c'est le sanctuaire de la démocratie américaine. C'est comme une église, c'est un lieu sacré. C'est le bâtiment le plus haut dans la ville de Washington. Imaginer qu'on va attaquer le Capitole, c'était juste absolument inconcevable. Donc en effet, les forces de l'ordre n'avaient pas pris de mesures particulières. Une partie du bâtiment est envahie et livrée au saccage. C'est la faute du gouvernement. Nous, on a toujours été de bons citoyens. On respectait la loi jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes responsables. Et ces gens-là qui vont commettre cela, je pense, pour certains d'entre eux, ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire, tellement ils ont été chauffés à blanc par Donald Trump. L'occasion fait le larron. Il n'y avait pas de plan, c'était pas un coup d'État, c'était vraiment une sorte l'expression d'une colère. L'émeute va durer plusieurs heures et faire 5 morts, 4 manifestants et un policier.
On a assisté à des scènes d'insurrection incroyables, puisqu'ils sont étaient à quelques dizaines de mètres de Mike Pence ou de Nancy Pelosi, la speaker. Les élus sont paniqués parce que plusieurs pensent qu'ils vont mourir. Donc on a eu des témoignages où ils étaient cachés sous les bureaux, ils ont essayé de bloquer les portes pour empêcher les émeutiers d'entrer. Ils ont cassé la vitre. Restez au sol. Restez tous au sol. Pendant toute l'après-midi, on attendait le signal de Donald Trump demandant aux manifestants de quitter les lieux. Trump est rentré à la Maison-Blanche. Selon ses proches, il est scotché devant les chaînes d'infos qui retransmettent l'événement, comme hypnotisé par les images d'une insurrection qu'il a lui-même provoquée. Et c'est un homme heureux. Il adore ce qu'il voit. Voilà vraiment des gens qu'il aime. Il doit être assez flatté de voir que ses électeurs sont capables d'aller aussi loin. C'est un personnage qui est toujours au premier degré. On lui avait fait du mal en le privant de son élection. Et ben voilà, c'était bien fait. Incapable de réagir, malgré les pressions de son entourage. Le vice-président, Mike Pence, l'appelle, ses enfants l'appellent, tous les grands élus l'appellent, et il ne répond pas. Mais en même temps, au bout d'un moment, il est quand même obligé de dire arrêtez, et il faut libérer le Capitole. Ce qu'il finira par faire dans un message enregistré en toute fin d'après-midi. Je sais que vous êtes blessé. L'élection nous a été volée. Mais vous devez rentrer à la maison maintenant. Nous avons besoin de paix. La session du Congrès, toujours présidée par Mike Pence, c'est un jour sombre de l'histoire du Capitole. Reprend dans la nuit et finit par certifier les résultats de l'élection du 3 novembre. Joe Biden et Kamala Harris seront le président et la vice-présidente conformément au verdict des urnes. Joe Biden est officiellement déclaré président. On sent que l'histoire bascule, qu'il y aura eu un avant 6 janvier et un après 6 janvier. Cette semaine s'installe une nouvelle administration. Nous prions pour qu'elle réussisse à maintenir la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Nous lui adressons nos vœux et lui souhaitons bonne chance. Un mot très important. Après avoir souhaité sans conviction bonne chance à la nouvelle administration, Trump quitte la Maison-Blanche presque en catimini. Il grimpe pour la dernière fois à bord de l'hélicoptère présidentiel. Je suis tellement reconnaissante envers le président Trump pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour les travailleurs de ce pays. C'est un au revoir alors ? Oui. Il reviendra. L'histoire n'est pas terminée. Sur la base aérienne d'Andrews, encore un peu de décorum. Ce que nous avons réalisé est incroyable. Nous vous aimons et nous nous retrouvons. Une promesse faite à ses proches et à la poignée de fidèles présents. Puis, Air Force One, le Boeing présidentiel, qu'il emprunte aussi pour la dernière fois, décolle, direction Mar-a-Lago, en Floride. Tandis que les haut-parleurs diffusent My Way, la chanson de Frank Sinatra. Amer, en colère, plus convaincu que jamais d'avoir été victime d'une fraude électorale massive, Trump a refusé de participer à la cérémonie de passation de pouvoir et à l'investiture de Joe Biden, son rival. C'est son vice-président Mike Pence qui assistera
à la prestation de serment du 46e président américain. À partir du moment où il ne reconnaissait pas le résultat des élections, il n'avait aucune raison, par sa présence, de participer à ce trucage historique de l'Amérique. Trump a fait un gigantesque bras d'honneur à l'establishment politique. Avec son absence, il a montré aux Américains que toutes les règles de bienséance, toutes les règles établies par l'establishment politique, ils pouvaient s'asseoir dessus. Ce jour-là, Washington ressemble à une zone de guerre. 25 000 militaires de la garde nationale ont été déployés pour faire face à d'éventuelles manifestations des partisans de Trump. Sur ce terrain, où il y a quelques jours la violence a tenté de saper les fondations du Capitole, nous nous rassemblons en une nation, sous le regard de Dieu indivisible, pour accomplir une transition politique apaisée, comme nous l'avons toujours fait depuis 2 siècles. En ce début 2021, l'Amérique aspire à l'apaisement. Mais l'espoir de voir la page Trump définitivement tournée allait être de courte durée. Car le battu refuse de quitter la scène. 6 semaines à peine après son départ de la Maison-Blanche, il est à Orlando devant une convention de conservateurs. Ce que nous avons vécu est unique. Personne n'a eu un tel parcours. Un parcours autant couronné de succès. Acclamé au cri de « On a gagné », il multiplie les allusions à son possible retour en 2024. Je vais continuer à me battre avec vous. Nous allons continuer à faire ce que nous avons toujours fait, gagner. Nous remporterons la victoire et l'Amérique sera plus grande et plus forte que jamais. C'est loin d'être fini. Dès le début, il dit que justement, là, on a réussi à l'empêcher de rester à la Maison-Blanche, mais qu'il va se battre pour revenir. C'est très clair dans son esprit, ça, tout de suite. Trump ne s'est jamais avoué vaincu. Il n'a jamais reconnu qu'il avait perdu l'élection de 2020 et que Joe Biden est le président légitime. Mais à Washington, personne n'a oublié les événements du 6 janvier. Au Congrès, une commission d'enquête est mise en place. Nous devons chercher les réponses auprès de l'homme qui a déclenché tout ça. Une commission bipartisane présidée par Liz Cheney, une républicaine pur jus, puisqu'elle est la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush. Cette commission auditionne des dizaines de témoins et d'acteurs de cette journée funeste. Il a dit quelque chose comme « Je suis le foutu président, amenez-moi au Capitole maintenant ». Je l'ai entendu dire quelque chose comme « Je me fous qu'ils aient des armes, ils ne sont pas là pour me faire du mal, ils peuvent aller au Capitole, laissez-les entrer ». Cité à comparaître, Donald Trump, lui, a toujours refusé de témoigner. S'il avait accepté de se soumettre à ça, il aurait décrédibilisé sa marque de fabrique, témoigner devant l'État profond, adouber l'establishment politique, faire une genuflexion à tout ce qui le nie, c'est-à-dire le Sénat, les petits partisans, les petits marquis qui règnent sur leur pouvoir politique, c'est l'anti-Trump. Après 18 mois d'enquête, la commission conclut que Trump doit être jugé au pénal pour son rôle dans l'émeute du Capitole. Le président Trump a convoqué la foule et allumé la mèche de cette attaque. Liz Cheney dénonce une profonde faille morale et un abandon de poste, disqualifiant définitivement l'ancien président.
Elle représente ce parti républicain un peu traditionnel, conservateur, et il est tellement en dehors de ses clous qu'elle s'est dressée contre lui, mais elle a été brisée. À l'élection suivante, Liz Cheney perd son siège à la Chambre des représentants, chassée par un candidat trumpiste. Je ferai tout ce que je peux pour que l'ancien président ne s'approche plus jamais du bureau ovale. À la suite de cette commission, la justice fédérale se saisit du dossier. Le procureur spécial Jack Smith mène l'enquête. Un grand jury de 23 citoyens américains est constitué. Après plusieurs mois de délibération, ce jury retient 4 chefs d'inculpation contre l'ancien président, dont complot frauduleux contre les États-Unis, complot pour priver les électeurs de leur droit de vote, complot pour faire obstruction à une procédure officielle. L'attaque du 6 janvier dans notre capitale était un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine. Et comme le dit l'acte d'accusation, cette attaque a été provoquée par des mensonges. Entendu devant le tribunal fédéral de Washington le 3 août 2023, Donald Trump est officiellement inculpé. C'est un jour très triste pour l'Amérique. Il s'agit d'une persécution politique contre un opposant. Ça ne devrait pas arriver en Amérique. Mais ce n'est pas la seule affaire à laquelle l'ancien président doit faire face. Les tribunaux l'attendent au tournant dans 4 procès à venir, à Washington, à New York, en Floride et en Géorgie. Au total, il est sous le coup de 91 inculpations. Donald Trump, il a des procès au civil et au pénal. Quand on dit pénal, ça veut dire qu'il risque la prison. Dans la balance, des dizaines d'années de prison et des centaines de millions de dollars d'amende. Autant de rendez-vous judiciaires dont dépend son avenir politique. Toute élection américaine est une bonne série. Mais alors là, celle-là sera encore meilleure que les autres parce que vous ajoutez les tribunaux. En Géorgie, après le coup de fil au secrétaire d'État, l'affaire des 11 000 voix, la procureure du comté de Fulton, Fannie Willis, s'est saisie de l'affaire. Après 2 ans et demi d'enquête, elle inculpe Donald Trump et 16 autres personnes, dont Rudolph Giuliani, avocat et ancien conseiller de Trump. Trump lui-même fait face à 13 chefs d'accusation, dont fausses déclarations, faux documents, pression sur des témoins. L'accusé s'est livré à une entreprise criminelle de racket pour tenter de renverser les résultats de l'élection présidentielle en Géorgie. Trump plaide non coupable. Le procès de Géorgie, c'est certain, aura lieu et lui pourra faire effectivement beaucoup de mal à Donald Trump. La procureure Willis espérait un procès rapide. Mais courant janvier, la procédure tourne au vaudeville. La grande chance pour Donald Trump, c'est que la procureuse elle-même s'est mise dans un état qui est en fait assez hallucinant, puisqu'elle a donné la conduite du procès à son amant. Donc avec l'argent qu'il gagnait comme procureur, il l'emmenait en croisière. Elle dit qu'elle l'a remboursé en liquide, on ne trouve pas trace du liquide. Enfin bref, c'est une histoire qui elle-même est extrêmement fumeuse. Si les 2 procureurs venaient à être dessaisis, la perspective d'un procès s'éloignerait. Si on les disqualifie, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un d'autre, reconstituer une équipe et qu'on tombera après les élections. Une aubaine pour Trump, qui n'a pas manqué de moquer les 2 tourtereaux qui avaient voulu jouer à riche et célèbre. En Floride, là, c'est l'affaire des documents classifiés que Trump avait emportés avec lui en quittant la Maison-Blanche. Et c'est un crime fédéral. Enquête du ministère de la Justice, perquisition du FBI à Mar-a-Lago. Et les voilà, des dizaines de cartons, découverts jusque dans la salle de bain. Plus de 16 000 documents, dont certains classés top secret.
Le type est foutraque. Il les met 13 000 documents officiels qu'il n'utilisera pas à Mar-a-Lago. Et quand il sent que le FBI veut les récupérer, il essaye de les cacher à 20 mètres de là. Donc il ajoute un crime à un autre crime. Ça n'a pas de sens commun. Trump est présenté à un juge de Floride le 13 mai 2023. Il se voit signifier 37 chefs d'inculpation, dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice, faux témoignage. Une fois encore, il crie au complot. C'est une persécution politique digne d'un pays fasciste ou communiste. Je suis menacé de 400 ans de prison pour détenir mes propres documents présidentiels, ce qu'ont fait pratiquement tous les présidents. C'est l'une des théories les plus scandaleuses et les plus méchantes jamais exposées devant un tribunal américain. Trump encourt 20 ans de prison. Pas de quoi l'empêcher de fêter son anniversaire, le soir même, dans un restaurant cubain de Miami. Vous êtes prêts? De la nourriture pour tout le monde. Mais Trump est aussi poursuivi pour des affaires qui remontent à 2016, avant son élection. À New York, cette fois-ci, la justice lui reproche d'avoir payé des pots de vin à d'anciennes maîtresses pour prix de leur silence. Dont une ancienne actrice porno, Stormy Daniels. Elle aurait reçu du candidat Trump 130 000 $ pour taire leur liaison. Sur le plan moral, c'est vrai que c'est pas très beau ce qui s'est passé. C'est une actrice de film pornographique. On l'a payée en sous-main pour acheter son silence, ce qui veut bien dire qu'il a dû se passer quelque chose. Le problème, aux yeux de la justice, c'est que ces pots de vin auraient dû figurer dans ses comptes au titre des dépenses de campagne. Comme à son habitude, Donald Trump nie tout. Mais son avocat de l'époque, Michael Cohen, a avoué avoir servi d'intermédiaire. J'ai la copie d'un chèque du compte personnel de M. Trump qu'il a signé après être devenu président pour me rembourser des paiements secrets que j'ai faits pour cacher sa relation avec une star de film porno et empêcher que cela nuise à sa campagne. Ça ne donnera rien. Avec un autre juge, cette affaire aurait été classée depuis longtemps. Je n'ai rien fait de mal et ça a été prouvé. Le dossier est quand même extrêmement douteux dans la mesure où c'est un procureur qui a fait campagne sur le fait de faire tomber Donald Trump. Donc il s'est mis un peu sur le même rang que lui, c'est un politique. Aux États-Unis, la justice, c'est aussi une histoire de gros sous. Toujours à New York, Trump a été condamné dans un procès au civil à payer la somme colossale de 455 millions $. Il était accusé d'avoir menti sur la valeur réelle de ses biens immobiliers, dont la Trump Tower, pour obtenir des prêts bancaires à des taux avantageux. La procureure Letitia James est affreusement corrompue. C'est de l'ingérence électorale. Si je n'étais pas candidat, ce truc n'existerait pas. Aucune de ces procédures contre moi n'existerait. Et j'aurais une vie peinarde. Trump a fait appel. Et il conserve son sens du business. 2 jours après sa condamnation, le milliardaire a dévoilé son nouveau produit dérivé, des baskets dorées, siglées du T de Trump. C'est un truc dont je parle depuis 12 ou 13 ans et je pense que ça va cartonner. Les gens adorent, ils adorent ce que j'ai fait. Regardez, c'est vraiment un bon plan. That's the real deal. That's the real deal. Avec toutes ces affaires, on pourrait croire Trump hors jeu, rincé financièrement et politiquement. En réalité, c'est tout le contraire. Ça le renforce systématiquement. Les sondages augmentent à chaque fois qu'il a des problèmes avec la justice.
Chacune de ces apparitions devant les tribunaux est l'occasion pour Trump de dénoncer une chasse aux sorcières et d'accuser Joe Biden d'être à la manœuvre. C'est ridicule. C'est un juge démocrate, un homme de main. C'est ridicule. Les gens qui sont pour lui se disent, eh ben voilà, c'est une preuve supplémentaire, c'est pourri de démocrate, c'est comme ça qu'il s'exprime, cherche tous les prétextes possibles pour essayer de l'abattre. Donc oui, il y a cette épée de Damoclès judiciaire qui pèse sur Donald Trump, mais il en a fait un formidable outil politique de mobilisation électorale. À chaque fois, il se présente. Pourquoi ? Parce que les journalistes, bien sûr, venaient s'intéresser. Lui, il devait se dire, ah mais finalement, c'est une publicité. Rien que pour 2023, ses frais d'avocat s'élèvent à 50 millions de dollars. Mais le milliardaire n'a pas mis la main à la poche. Ce sont ses partisans qui ont payé. Ces comités d'action politique chargés de collecter les donations de ses supporters, notamment des petits donateurs. Les petits donateurs, ils défendent la justice. Ils défendent l'homme dont ils pensent qu'il a gagné l'élection en 2020. Donc il leur semble normal de contribuer à sa défense et à ses équipes d'avocats. Car la base du Parti républicain lui est plus que jamais acquise. 70% de ses électeurs restent convaincus que l'élection de 2020 leur a été volée. Trump a gagné l'élection et largement. Donc c'est normal que les gens continuent à soutenir quelqu'un qui gagne largement. Qui sont-ils, ces Trumpistes irréductibles ? C'est une Amérique masculine, blanche et chrétienne qui considère qu'elle est en train de perdre le pouvoir. C'est ce qu'on appelle de manière un peu méprisante, moi j'aime pas du tout cette expression, mais le petit blanc qui s'est senti exclu et oublié parce qu'il avait l'impression que c'était les minorités qui finalement intéressaient la classe politique américaine et surtout la classe politique démocrate. Trump est le premier depuis longtemps à nous parler, à nous dire « Je me souviens de vous, vous existez ». Il est le premier à avoir envoyé des chèques aux familles qui perdaient leur emploi avec la pandémie. Il a fait beaucoup pour combattre le chômage. Et c'est ça qu'il a su capter. Il a su capter la révolte de 30-35% d'Américains contre un système politique. Ils veulent renverser une table à laquelle ils pensent ne plus avoir accès. C'est une autre vision du monde. Et alors ça s'alimente par la peur du déclassement, par la peur de l'immigration, la rapidité du changement de la société américaine. Anti-avortement, pour les armes, pour Dieu, pour Trump. Voilà nos convictions. Souvent peu éduqué, l'électeur de Trump vit dans une réalité parallèle. Voilà la solution au problème. La solution finale est juste ici. Ils ne s'informent plus que par les réseaux trumpistes. C'est-à-dire ils vont sur Internet, ils vont sur tous les réseaux sociaux. Qui les enferment au fond dans beaucoup de fake news et d'où il ressort toujours que Trump est le héros qui va les sauver. Pour s'adresser à eux, Trump n'utilise pas les médias traditionnels, les grands journaux considérés comme vendus à la gauche. Son arme, ce sont les réseaux sociaux. Donald Trump tweetait tous les jours. On se levait le matin, première chose qu'on faisait, c'était aller sur Twitter pour vérifier quelle avait été la déclaration de la nuit. Aujourd'hui, il a un usage plus modéré des réseaux sociaux, mais c'est quand même un conduit et un vecteur qui lui permet de parler directement à sa base électorale, et donc de mettre une proximité avec lui. Avec son slogan « Make America Great Again », emprunté au Reagan des années 80, Trump lui a donné un cri de ralliement. We are going to make America great again. Il y a une partie de l'Amérique qui a envie d'un discours hystérique, remonté,
j'allais dire, testostéroné. Et ça, il continue à hystériser un peu sa base électorale et elle adore ça. Je dis souvent, Trump, il a réussi à faire dans la société américaine ce que nous, on appellerait la liaison entre la manif pour tous, la protection identitaire, et les gilets jaunes, la protestation économique. Mais Trump a fait plus fort encore. Avec ses affaires à répétition, ses outrances, son bling-bling, le champion des MAGA a désinhibé l'Amérique. C'est-à-dire que les comportements brutaux, vulgaires, honteux, dont les Américains étaient comme nous tous parfaitement capables, étaient désapprouvés. Donald Trump leur dit « mais allez-y, c'est parfait, ne vous retenez pas » et même allez plus loin. Je parlais à un pasteur en lui disant, vous savez, monsieur le pasteur, quand même, la vie privée de Donald Trump, et avec 3 petits points ensuite, et il m'avait répondu cette phrase extraordinaire, il m'avait répondu, mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, le roi David aussi était pécheur, et pourtant, il a rempli l'œuvre de Dieu. Thank you, President Trump. Rien ne semble les détourner de celui qu'ils voient comme un sauveur et qu'ils suivent avec une ferveur quasi religieuse. Il m'est arrivé d'assister à des meetings de Donald Trump. Et pour des gens comme nous, ce qu'il dit n'a aucun sens. Il fait des phrases qui sont incohérentes, on ne voit vraiment pas où il veut en venir. Il se répète, mais vous sentez que l'assistance vibre. Il n'y en a pas un qui m'a dit « on aime sa politique ». Pas un. Mais tous m'ont dit « on l'aime ». Vous voyez, c'était les tripes qui parlaient, ce n'était pas le cerveau. Vous avez des gens qui sont en adoration, qui s'identifient à cet homme, qui trouvent qu'il dit la vérité, il parle cash, il n'est pas toujours très poli, mais après tout, il dit ce qu'il pense. Donc il a réussi quand même ce tour de force, Donald Trump, en étant un milliardaire new-yorkais, de faire croire qu'il était un homme du peuple, comme ses électeurs au fin fond du Midwest. En 2022, pourtant, Trump essuie un échec. Aux élections de mi-mandat, ses candidats mordent de la poussière, jugés trop radicaux par ses électeurs. Et si les démocrates de Joe Biden perdent la majorité à la Chambre, ils la conservent au Sénat. C'était une bonne journée pour la démocratie et pour l'Amérique. Un revers qui aurait dû valoir à Trump l'étiquette de loser. Ça s'est extrêmement mal passé pour eux. Donc on s'est dit à nouveau, bon, mais Trump, la marque Trump ne marche plus. On se dit que c'est terminé, qu'il est mort clinique, et ensuite Donald Trump a rejailli tel un phénix. Trump, l'inoxydable. Non seulement il n'est pas mort, mais il renforce son emprise sur le Parti républicain. La clé de tout ça, c'est le cynisme absolu d'un grand nombre d'élus républicains qui ont vu que les 30% en gros de fidèles à Trump, quoi qu'il arrive, continuaient à avoir foi en cet homme, à vouloir lui et non une copie. Il a en fait tiré, noyauté, phagocyté le Parti républicain. Aujourd'hui, le Parti républicain, c'est le parti de Trump. Face à sa volonté d'incarner le parti, il n'a plus d'opposants. Une par une, il remporte les primaires et sort grand vainqueur du Super Tuesday, le jour où 15 États désignent leurs candidats à la présidentielle. Le grand soir, ce sera en novembre, quand nous allons récupérer notre pays et vraiment restaurer la grandeur de l'Amérique. Son principal opposant, Ron DeSantis, a vu ses espoirs se perdre dans la neige et le froid polaire de l'Iowa. Distancié de 30 points, il a jeté l'éponge. Il est clair qu'une majorité d'électeurs républicains veulent donner une seconde chance à Donald Trump. Il n'y a personne au sein du Parti républicain qui peut affronter Donald Trump. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'il y a un an, on n'aurait pas parié là-dessus. Tel un rouleau compresseur,
Trump écrase tout sur son passage. En face de lui se dresse Joe Biden, l'actuel président des États-Unis. Entre les deux hommes, le duel est bien installé. Comme deux vieux cow-boys sur le retour, ils se défient quasi quotidiennement. La marque de Biden, c'est une succession d'échecs, d'incompétence et de corruption. Mais à part ça, il se débrouille plutôt pas mal, non? Il parle du sang de l'Amérique qui serait empoisonné. Le même langage que dans l'Allemagne nazie. Joe Biden est le président le plus incompétent et le plus corrompu de l'histoire des États-Unis. Regardez les dictateurs. Trump dit qu'il les admire. Je pense vraiment que c'est un malade mental. Le seul loser que je vois, c'est Trump. Les deux rivaux ont au moins un point en commun, celui d'être et d'avoir été les plus âgés des présidents américains. Trump va sur ses 78 ans. Biden en a eu 81 en novembre. Et ses capacités à assumer sa fonction suscitent régulièrement des interrogations. D'abord, il y a ses chutes, comme ce jour-là à vélo, ou lors d'une cérémonie militaire dans le Colorado, ou encore en montant l'escalier de son avion. Et puis, il y a ses bourdes, comme lorsqu'il confond l'Ukraine et l'Irak. Poutine perd la guerre en Irak, il perd la guerre chez lui. Ou Mitterrand et Macron. Et Mitterrand d'Allemagne, je veux dire de France. Ou quand il se met à bredouiller en pleine conférence de presse avant d'annoncer qu'il va se coucher. Je ne sais pas vous, mais moi je vais aller au lit. Quand je parle avec des Américains, des démocrates, tout le monde me dit il est trop vieux. Il est trop vieux. Ils le savent. Ils sont effondrés à chaque petit dérapage de Joe Biden. Donc ça lui donne une image quand même très affaiblie par rapport à Donald Trump, qui est quand même une bête de scène. Et Trump s'en donne à cœur joie. Il l'imite. Ça, c'est Biden. Combien de fois je devrais le dire? Il n'y aura pas de fracturation. Il le moque. Il l'insulte. J'ai vraiment aimé le débat avec Joe l'endormi. Cet homme est totalement incompétent. Nous allons battre Joe Biden, le véreux. Nos dirigeants sont débiles. Ce qui arrive à Joe Biden est d'une injustice incroyable. Il nage, il fait du vélo, ça a été un sportif toute sa vie, il est capable de tenir une campagne. Gaffes et faux pas sont repris et diffusés en boucle dans des clips réalisés par les équipes de propagande de Trump. This is Joe Biden's America. Failing, weak. But one man, one movement can change all that for us. Put America... Trump, là-dessus, a été un virtuose pour arriver à faire passer son discours et il faut voir si Biden arrivera à se relever de ces attaques. Mais la campagne de Donald Trump ne se résume pas à ses imitations de Joe Biden. Celui qui se revendique populiste sait mieux que personne surfer sur les peurs de l'Amérique. Il a repris ses thèmes de campagne de 2015-2016, à savoir ce qui marche, l'immigration. Il y a une immigration à la frontière mexicaine, effectivement, qui est très importante. Madame, partez tout de suite. En 2023, le nombre d'entrées illégales a atteint un record, avec plus de 2 millions d'immigrants clandestins appréhendés à la frontière. Durant son mandat, Trump s'était vanté d'ériger un mur sur plusieurs milliers de kilomètres.
Il est vraiment très dur à escalader. En haut, c'est tranchant. Essayez de l'escalader. Et tant pis pour vous s'il vous arrive des bricoles. Non, c'est super dur de l'escalader. En fait, il est anti-escalade. C'est un super mur. Et je trouve qu'il a l'air incroyable. En réalité, seuls quelques tronçons du mur de Trump ont vu le jour. Et depuis, la situation à la frontière n'a fait qu'empirer. Ce qui importe Trump, c'est qu'on parle de lui, on parle de ses idées. Bien sûr, il n'a pas fini son mur et ça ne sera jamais fini. Mais il y a une nouveauté. Biden s'est mis à dire que finalement le mur, c'était pas si bête. Et donc, qu'importe que sa résolution n'ait pas été totalement achevée ou totalement appliquée, c'est lui qui a structuré l'agenda politique. Qu'est-ce qui pourrait encore arrêter Donald Trump ? À quelques mois de l'élection présidentielle, une partie de son avenir judiciaire, et donc politique, est entre les mains de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire des États-Unis. Sachant qu'à la Cour suprême, sur les 9 juges, 6 sont républicains et 3 ont été nommés par lui. Les 9 juges ont déjà donné raison à Trump sur un point, sa participation aux primaires. Plusieurs États, dont le Colorado, voulaient l'en exclure, s'appuyant sur un amendement à la Constitution datant de la guerre de sécession qui stipule que tout fonctionnaire ayant conspiré contre la Constitution ne peut plus briguer un emploi public. L'autre question soumise à la Cour suprême est: Trump peut-il bénéficier de l'immunité pour des faits commis alors qu'il était président ? De la réponse dépend la tenue du procès que lui intente l'État fédéral pour son rôle dans l'insurrection du 6 janvier. Dans ce pays, le président doit avoir l'immunité, sinon il ne pourra pas travailler. S'il est prouvé que finalement il a quand même lancé un appel à l'attaque contre le Capitole et que donc c'est effectivement une rébellion et une tentative de sédition, là on peut l'empêcher de se présenter. Mais en dehors de ce cas de figure très précis, il peut être candidat à l'élection présidentielle et être élu tout en étant en prison. Toute la stratégie de Donald Trump, et il est bien possible qu'elle soit gagnante, c'est de faire traîner jusqu'aux élections, d'être élu, parce qu'il n'envisage pas de perdre l'élection, et à ce moment-là, en tant que président, de déclarer une immunité totale et d'échapper à la justice. Quelle que soit la décision de la Cour suprême, elle risque de diviser encore un peu plus les Américains. Il y a aujourd'hui 2 Amériques qui ne se parlent plus. Et vous avez 2 mondes qui s'ignorent. Mais les Américains eux-mêmes ne veulent pas se rassembler aujourd'hui. Les républicains veulent vivre d'un côté, les démocrates veulent vivre de l'autre. Il y a une véritable inquiétude sur le fait que si jamais Donald Trump, au bout du compte, ne pouvait pas concourir, qu'il y ait des affrontements très violents, sachant qu'aux États-Unis, il y a plus d'1 arme par habitant. L'élection présidentielle aura lieu le 5 novembre prochain. À moins d'un coup de théâtre judiciaire, tout indique que les États-Unis s'apprêtent à rejouer le match de 2020 contre la volonté d'une majorité d'Américains. Vous avez une seule chose sur laquelle 70% des Américains, toutes tendances confondues, sont d'accord. Ils ne veulent pas de cette répétition du duel Biden-Trump. Là, qu'on soit démocrate ou républicain, le choix n'est pas terrible en novembre prochain. C'est aujourd'hui face à un dilemme pareil que se trouvent les Américains. Donc c'est assez peu rassurant pour l'avenir des États-Unis et au-delà, évidemment, l'avenir du monde.